Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de parler. On va parler aujourd'hui de la théorie d'accumulation, que 2021 était une énorme année d'accumulation. On va aussi parler de 3 indicateurs de trading qui, combinés ensemble, peuvent nous donner des indices sur ce qui s'en vient sur le marché que je vais appeler le trifecta d'indicateurs. On va voir ça dans la vidéo qui suit. Et aussi, bien sûr, on va parler des types d'investisseurs et à quoi qu'on peut s'attendre pour le cycle qui s'en vient avec ces nouveaux types d'investisseurs-là qui sont entrés dans le marché. On va voir quelques parallèles avec des marchés qui sont remplis d'institutions versus des marchés qui sont remplis de spéculateurs et vous allez comprendre des choses pour qu'est-ce qui s'en vient pour les prochains mois selon moi. Et on va voir aussi qu'est-ce que je pense que le marché va faire sur les prochaines semaines sur le court terme. Donc si ça vous intéresse, définitivement, je vous invite à rester pour la vidéo. N'oubliez pas de mettre un like et un commentaire parce que j'aime toujours vous lire. Et pour faire un retour sur la Bible du Bitcoin et des crypto-monnaies, le livre que j'ai coécrit avec mon bon ami, qu'est-ce qui est arrivé jeudi lorsqu'il est sorti? Il y a eu tellement d'engouement pour le site web que mon site web n'a pas été capable de le supporter. Il a crashé 3 fois. Donc vraiment désolé pour les gens à qui ont eu des problèmes avec le site web. Là, tout devrait être de retour, tout est en ordre pour le livre. Donc, autant que je suis désolé de la situation, autant que je suis surpris à quel point il y a d'engouement pour le livre. Donc, bravo à vous de vraiment vouloir vous éduquer sur le marché, comment ça fonctionne, les crypto-monnaies, les meilleures stratégies d'investissement qui ont été prouvées avec le temps. Vraiment bravo. Et ça l'a fait en sorte que j'ai décidé d'étirer le prix promotionnel pour encore 3 jours de plus, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu l'acheter à cause des problèmes du site web. Donc, la seule chose que j'ai à dire, c'est profitez-en et j'ai juste hâte d'avoir vos commentaires sur le livre. Donc, ceci étant dit, rappelez-vous que je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis qu'un gars dans son bureau qui aime parler de crypto-monnaie devant une caméra. Donc, avant de prendre une décision financière, faites vos propres recherches, c'est vraiment important. Assurez-vous d'être à l'aise avec qu'est-ce que vous faites et c'est comme ça que vous allez prospérer dans le marché. Donc, maintenant, commençons la vidéo. Donc, parlons du Bitcoin à court terme et après ça, on va aller voir la théorie des cycles d'accumulation pour la suite des choses. Donc, qu'est-ce qu'on a vu sur le court terme? Comme que je vous expliquais dans les derniers jours, c'est qu'on risquait de voir le Bitcoin se trader de côté dans la boîte verte. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Le Bitcoin est en train d'établir un range. Et les ranges, on voit ça souvent après qu'on a vu une grosse cascade de liquidation, beaucoup d'émotions sur le marché. Là, le marché en ce moment a besoin d'un repos, a besoin de calmer toutes les émotions qu'on a vues. Et les ranges, malheureusement, c'est des périodes très difficiles émotionnellement, particulièrement pour les gens qui ont des attentes à court terme. Les gens qui ont des attentes à court terme vont se faire complètement brûler dans les prochains jours, les prochaines semaines qui s'en viennent. Donc de mon côté, c'est pour ça que je vous parle depuis déjà quelques semaines que mon allocation n'est plus 100% en crypto-monnaie. Je suis rendu maintenant avec une allocation de 30% en stablecoin, 70% altcoins, tout simplement parce que je pense qu'il va y avoir des prix meilleurs sur certains altcoins qui s'en viennent. Et il faut se rappeler que le marché des crypto-monnaies, c'est un marché brutal qui va étirer les gens jusqu'à la limite de leurs émotions. Donc, l'idée, c'est de pas être connecté émotionnellement à ce marché-là, avoir une perspective plus long terme, ça c'est vraiment important. Et l'idée d'avoir une perspective long terme, ça nous permet d'être beaucoup plus relax avec nos décisions et surtout, ça met l'élément temps avec nous, à place d'avoir l'élément temps contre nous. Et quelque chose qu'on veut pas dans la vie, on veut jamais avoir l'élément temps contre nous. Pourquoi? Parce que tout simplement, le temps n'arrêtera jamais. C'est une force qu'on ne peut pas combattre. Donc, on doit mettre le temps dans notre dos, comme un beau vent dans le dos lorsqu'on roule en vélo. C'est ça qu'on veut faire avec le temps. On veut le mettre de notre côté. Et comment est-ce qu'on fait ça? C'est en ayant des perspectives d'investissement long terme dans des projets qui peuvent être là sur le long terme, qui apportent une réelle innovation, qui ont des réels utilisateurs. Et c'est comme ça qu'on met l'élément temps dans notre dos. Et la prochaine vidéo que je vais faire, justement, va parler des altcoins que je conserve en ayant l'élément temps dans mon dos. Bon, maintenant, si on revient sur le Bitcoin à court terme, pourquoi on parle du Bitcoin? Parce que lorsque le Bitcoin fait quelque chose, tous les altcoins suivent. Donc, c'est pour ça que c'est important de regarder le Bitcoin. Et là, jusqu'à quand est-ce que je m'attends que le Bitcoin se transige de côté? Au moins jusqu'à la fin de l'année. Pourquoi? Lorsqu'on regarde les options, comme vous voyez ici, on a les options qui terminent le 31 décembre, les options qui est le marché de dérivés, que les baleines utilisent pour manipuler le marché réel en collaboration avec les médias de masse. Je pense que vous comprenez la chanson si vous écoutez ma chaîne depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, parce qu'il faut comprendre que le marché des dérivés est un marché complètement à part du marché physique. On a le marché physique d'un côté et le marché des dérivés, le marché papier d'un autre côté. Et là, maintenant, on voit le phénomène que le marché des dérivés
vient qu'à contrôler le marché des bitcoins physiques, malheureusement. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est le max pain price sur les options. Le dernier vendredi du mois de décembre sont à 48 000 $, donc on risque de voir le bitcoin rester dans une tendance de côté probablement jusqu'à la fin décembre autour des 48 000 $. Une bonne nouvelle, lorsqu'on regarde le max pain price au niveau des options en janvier, on voit qu'il est à 60 000 $, donc potentiellement, qu'en janvier, on pourrait voir la tendance haussière continuer sur les crypto-monnaies. Et le max pain price, si on regarde encore la fin décembre, mais comme on voit, le but c'est de faire le maximum de douleur autant aux gens qui pariaient à la hausse. Comme on voit ici, il y a eu tellement de contrats d'options à la hausse, c'est assez incroyable. Donc, c'est soit des spéculateurs qui pariaient à la hausse ou des spéculateurs qui hedgeaient leur position en cas d'une correction. Et le but de ce marché-là, comme d'habitude, c'est toujours de faire un maximum de douleur au marché pour aller chercher de la liquidité, tout simplement. Donc, c'est ça que j'ai à dire pour le Bitcoin à court terme. Mais maintenant, allons voir la théorie que 2021 était une année d'accumulation, tout simplement. Et lorsqu'on regarde ça, vous voyez les deux lignes bleues ici? Ça, c'est le range dans lequel Bitcoin a été pour toute l'année 2021 et le range était entre 28 000 $ jusqu'à 69 000 $. C'est ça le range qu'on a eu en 2021. Et en plus de ça, on voit les volumes qui diminuaient. Donc, c'est ça qu'on voit dans un pattern d'accumulation. Lorsque des baleines, lorsque des institutions prennent des positions, mais c'est ces genres de patterns-là qu'on voit et on voit les volumes descendre. Qu'est-ce que ça veut dire que les volumes descendent? C'est que les gens perdent intérêt sur le marché. Il n'y a aucune direction qui est donnée. Donc, à un certain moment, on va finir par sortir de ce range-là. Et là, si on regarde les deux lignes rouges ici, on voit ce qu'on appelle un triangle ascendant. Un triangle ascendant qui est habituellement une figure de continuation haussière. Donc, comme on voit ici, on est venu toucher les 65 000 $. On a corrigé jusqu'à 28 000 $. Ensuite, on est venu faire un fake-out, aller jusqu'à 69 000 $, donc un faux breakout de cette zone de consolidation. Et là, on redescend. Est-ce qu'on va rester dans le range des 40 à 50 000 $, ou est-ce que tranquillement on va suivre notre ligne de tendance rouge ici? Ben ça, seul l'avenir va nous le dire. C'est vraiment difficile à prévoir comme ça pour le court terme, mais moi, qu'est-ce que je pense? Sur le moyen, le long terme, on va finir par refaire un test sur la zone des 65 000 $ et je pense que ce troisième test-là de la zone des 65 000 $ va être complètement autre chose. Je pense que une fois qu'on va vraiment défoncer ces 65 000 $ là, lors du troisième test, on va aller vraiment beaucoup plus haut et ça rapidement. Et ça risque d'être en 2022. Là, la question c'est, est-ce qu'on va rester de côté, le retester? Est-ce qu'on va tranquillement suivre la ligne rouge, venir tester les 60 000 $? Ou est-ce qu'on va aller vraiment avoir une correction sauvage qui irait chercher encore une fois les 30 000 $ pour repartir à la hausse? Ça, je peux pas vraiment vous dire qu'est-ce qui va arriver. Bon, si j'avais à parier, je parierais sur le scénario du milieu, qu'on risque d'avoir un range entre 40 et 50 000 $, et puis qu'on repartirait à la hausse. Donc, le scénario du milieu, juste ici. Mais si on vient qu'à regarder qu'est-ce qu'on a vu avec le S&P 500, en passant la théorie qu'on voit ici, là, de 2021, l'année d'accumulation, ben c'est une vidéo de Benjamin Cohen qui m'a fait réfléchir à ça. Et en plus, il expliquait qu'est-ce qu'on avait vu avec le S&P 500. Ça, c'est le marché des actions, là. On n'est plus dans les crypto-monnaies. Qu'est-ce qu'on voit ici? On a vu la même chose avec le S&P 500. Un range qui a été beaucoup plus long, là, sur plusieurs années. On parle même d'un range de presque 15 ans. On avait vu le S&P 500 aller chercher les 1500 points, corriger jusqu'aux 800 points après la bulle d'Internet. Après ça, on avait vu le S&P 500 montait encore une fois jusque dans les 1500, avait fait un faux breakout jusqu'à presque 1600 points. Ensuite, avait corrigé violemment. Mais là, on était dans une crise financière, donc on est vraiment allé même plus bas que les bas précédents. Est-ce que c'est ça qu'on pourrait voir avec le Bitcoin? Peut-être. Honnêtement, ça m'étonnerait que ça arrive parce que c'était quand même une situation exceptionnelle. Et après ça, la troisième fois qu'on est venu tester le haut du range, ben, on est parti. Puis ensuite de ça, vraiment, on n'a pas regardé en arrière. Parce que si on regarde le S&P 500, on a triplé depuis ce temps-là. Donc, c'est ça l'impression que j'ai avec le Bitcoin. 2021 était une année d'accumulation et 2022, on risque de voir des feux d'artifice. Aussitôt qu'on va venir retester, là, ces 65 000 $ là, ça va être complètement différent. Aussi, une autre chose qui montre que 2021 était une année d'accumulation, ben, c'est lorsqu'on regarde le nombre de Bitcoin dans toutes les exchanges, on voit que vraiment la tendance, là, a changé. À partir d'ici, là, de mars 2020, en fait, on a vu une accumulation des bitcoins. Donc, les bitcoins sont sortis des exchanges pour aller dans les portefeuilles privés des institutions et des gens qui achètent des bitcoins. Ça a été la même chose pour Ethereum, comme on voit ici. À partir du mois d'août 2020, on a vu une accumulation d'Ethereum. Les Ethereum sortir des exchanges. Donc,
Ça nous montre encore une fois que 2021 était une année d'accumulation et on peut s'attendre à des feux d'artifice pour les prochains mois. Mais en attendant, comme Will Clemente nous montre ici, il faut s'attendre à avoir un marché de crabes. Donc, qu'est-ce que c'est un marché de crabes? C'est un marché de côté, vous voyez. Les bulls, donc tous les gens qui sont haussiers, se font pincer et tous les bears, qui sont les gens qui sont baissiers, se font pincer aussi par le crabe. Un range qui risque de nous donner des faux signaux à la hausse et à la baisse dans la boîte verte ici. Maintenant, allons voir l'analyse du trifecta d'indicateurs, qui est vraiment, je pense, quelque chose qui peut être utile pour la suite des choses. Donc, qu'est-ce que c'est le trifecta d'indicateurs? Ben, c'est le nom que j'ai donné pour l'instant. Là, ça se peut qu'il change de nom. Là. C'est un trio d'indicateurs à surveiller. Le premier indicateur à surveiller, c'est le funding rate, donc le taux de financement sur les contrats futurs des exchanges. Et là, si vous voulez voir le plus facile à utiliser, il s'appelle BitMEX Funding and Premium Index. On voit lorsque le funding rate est négatif, c'est que les gens parient à la baisse. Donc, les spéculateurs parient à la baisse sur le Bitcoin. La plupart des gens pensent pas qu'il va monter. Et à l'inverse, lorsqu'il est positif, les gens pensent que le Bitcoin va aller plus haut. Donc ça, c'est le premier indicateur. Le deuxième indicateur qu'il faut avoir en banque, c'est le prix du Bitcoin. Est-ce que le Bitcoin est en train de monter? Est-ce que le Bitcoin est en train de descendre? Et le troisième indicateur qu'on veut avoir ici, c'est toutes les futures open interest. Donc, tous les contrats futurs, les positions qui sont prises dans les contrats futurs. Donc, vous voyez, à chaque fois qu'on dépasse 240 000 contrats futurs ouverts, on a une direction violente qui est prise et souvent à l'inverse de la direction précédente. Comme on voit ici, lorsqu'on a atteint 240 000 contrats sur les futurs d'ouvert, on a eu une correction importante. Ensuite de ça, vous voyez, lorsqu'on a eu 240 000 positions d'ouvertes sur les contrats futurs, on a eu une montée importante. À l'inverse, ici, on a une correction importante. Et là, on avait encore atteint une fois les 240 000 et on a eu une correction importante. Donc maintenant, je vais vous montrer comment utiliser les trois indicateurs ensemble. Donc, lorsqu'on voit le nombre de contrats futurs atteindre en haut là, de 220 000 contrats, là, faut commencer à être inquiet, faut commencer à se poser des questions. Là, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent être liquidées par les baleines. Donc, il faut s'attendre à une correction ou à une hausse selon le prix du Bitcoin. Donc, si on voit le prix du Bitcoin qui était dans des extrêmes à la hausse, alors qu'on atteint plus de 220 000 open interest sur les futurs, ben, on risque de voir le prix corriger. Alors qu'à l'inverse, si le prix était dans une tendance baissière et qu'on voit le nombre d'open interest à la hausse, on risque de voir le prix monter. Et si on combine ça avec le funding rate, le taux de financement, ben, comme vous voyez ici, le taux de financement était très positif, le prix était très positif, et au mois d'avril, en plus, on avait 240 000 positions d'ouvertes, comme vous voyez juste ici. Et qu'est-ce qui s'est passé après une correction importante? On est allé à l'inverse du funding rate. Donc, vous comprenez avec le trifecta d'indicateurs, si vous êtes capable de comprendre les nuances de ces trois indicateurs-là ensemble, vous allez être capable de comprendre les directions majeures du marché. Ça, c'est un indicateur que je suis en train de développer et qu'on va pouvoir utiliser ensemble sur la chaîne. Donc, vraiment, c'est quand même excitant. Puis, je vous conseille de continuer d'écouter les vidéos pour voir l'utilisation du trifecta d'indicateurs. Et c'est la même chose avec le trifecta d'indicateurs. Si je l'avais déjà, on aurait pu voir que en novembre, le prix du Bitcoin était très élevé, le funding rate était très élevé, et on avait des contrats futurs qui étaient très élevés en termes de position, et on a vu une liquidation importante de plusieurs milliards de dollars, comme on voit ici. Vous voyez, le nombre de contrats futurs a baissé énormément. Donc avec tout ça, on comprend que le marché des crypto-monnaies est dirigé par la liquidité. Avec le trifecta d'analyse, ça nous permet de voir le sentiment, le nombre de positions ouvertes et potentiellement les gros changements de direction qui sont à venir. Et je pense pas que ça existe nulle part ce genre d'analyse-là, donc on va la créer. Maintenant, parlons du troisième sujet du jour qui est les nouveaux joueurs sur le marché des crypto-monnaies qui sont les institutions. Et comment est-ce que le prix du Bitcoin va se transiger? Ben, ça va être différent. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque les institutions sont dans la partie, on a beaucoup moins de sommets en pic. Comme on peut voir ici, en 2017, on a eu un sommet en blow-off top, donc il y a une montée parabolique, et ensuite une correction importante. Alors qu'en 2021, vous voyez, c'est des sommets qui sont beaucoup plus ronds, des bas qui sont beaucoup plus ronds aussi. Comme on peut voir ici, là, vous voyez, c'est des distributions qui se font tranquillement dans le temps. Alors que si on regarde en 2017, vous voyez, là, vraiment, c'était différent comment le marché se transigeait. Vraiment, c'est des sommets beaucoup plus pointus, des corrections plus pointues, comme on voit ici. Et encore pire, si on regarde en 2013, si on va voir le marché de 2013, là, vous voyez ici,
on parle de marché beaucoup plus parabolique, là, vraiment. Ça nous montrait qu'il y avait pas beaucoup d'institutions dans le marché. Et ça nous montre que ce qui faisait bouger le marché, ben, c'était les spéculateurs, l'excitation, le FOMO. Il y avait beaucoup moins de structure dans le marché. Alors que les choses ont changé, là, pour 2021-2020, on voit des sommets beaucoup plus ronds. Et ça s'explique par le fait qu'on a les dérivés dans le marché, que les institutions ont besoin de beaucoup moins de pourcentage de jeux pour faire des profits selon leur stratégie de trading. Ça nous montre aussi qu'il y a beaucoup plus d'acteurs de marché dans le marché. Comme vous voyez ici, le S&P 500, là, si on revient en journalier, les institutions tradent ce marché-là, mais sont capables de se gaver dans des petits mouvements, comme on voit ici, là, des corrections de 5% avec les instruments de levier. Ça leur permet de faire des profits importants. Et vous voyez, dans un marché comme celui du S&P 500, tout se fait de façon beaucoup plus lente, les montées se font de façon beaucoup plus lente, et c'est ça qui risque d'arriver avec l'arrivée des institutions dans le marché des crypto-monnaies. Donc c'est pour ça que d'aller vers les altcoins, ça nous permet de faire des gains beaucoup plus importants que de rester dans des crypto-monnaies comme le Bitcoin qui ont un beaucoup plus grand market cap. Parce que c'est vrai, si on regarde les structures là, du Bitcoin, si on le met en logarithmique, on voit clairement qu'on commence toujours avec une structure comme on voit ici en 2013, qui est souvent deux montées paraboliques. Une montée parabolique suivie d'une correction avec une autre montée parabolique. Il n'y a pas vraiment de structure, il n'y a pas vraiment de plateau. Alors que la deuxième montée, on voit qu'on a eu beaucoup plus de corrections avec des plateaux, là, qu'on vient chercher des bases et qu'on remonte par la suite. Et ensuite, la correction aussi est beaucoup plus structurée. Et là, en 2021, on voit encore une fois le marché se trade de façon différente, beaucoup moins volatile sur le Bitcoin. Donc, qu'est-ce qu'il faut s'attendre, c'est que les nouvelles technologies émergentes aient des cycles plus comme 2013 et les technologies qui ont un plus grand market cap comme le Bitcoin, l'Ethereum, mais qui se trade de façon plus lente et plus structurée comme on voit ici avec les institutions. Et même, vous savez quoi, on va aller voir dans le livre La Bible du Bitcoin un comparatif entre Solana, Ethereum et Bitcoin. Donc, vous voyez ici, on est à la page 135 de la Bible du Bitcoin et des crypto-monnaies et comme que je vous montre dans l'exemple ici, on voit le graphique de 2013 du Bitcoin superposé à Ethereum en 2017, qui était son premier cycle haussier à Ethereum en 2017, Solana son premier cycle haussier en 2021, et vous voyez la structure est pratiquement la même. Une montée exponentielle, une correction suivie d'une deuxième montée exponentielle. Et c'est comme ça que se trade les marchés qui n'ont pas beaucoup d'institutions dedans, à l'inverse des marchés qui ont beaucoup d'institutions dedans, comme le S&P 500, le marché des actions traditionnelles. Donc, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant pour vous de comprendre ça. Et pour terminer, il faut s'entendre là maintenant que les médias font un travail extraordinaire. Parce que à chaque fois qu'on parle du Bitcoin dans les médias, c'est pour dire que le Bitcoin crash. À chaque fois que je rencontre une personne qui n'a pas de Bitcoin, qui apprend que je suis dans le monde des crypto-monnaies, c'est toujours le même discours. Et si vous comprenez pas ce que je veux dire, je vais vous l'expliquer ici. Depuis mon entrée dans le marché des crypto-monnaies, dans le bear market qu'on a eu juste ici, à chaque fois que quelqu'un me parle du Bitcoin, c'est pour me dire que le Bitcoin crash. Donc on me disait, lorsque le Bitcoin était à 500$, que le Bitcoin crash. Lorsque le Bitcoin était à 3000$, qui avait crashé à 2000$, on me disait que le Bitcoin c'est pas bon, ça crash. Et là après ça, lorsque le Bitcoin était rendu à 20 000$, qui avait crashé à 10 000$, on me disait c'est pas bon, le Bitcoin ça crash. Vous comprenez la logique? Et là, lorsque le Bitcoin est rendu à 60 000$, on me dit Paul, le Bitcoin c'est pas bon, ça crash. Et là, la même chose, le Bitcoin a atteint 69 000$, il a crashé à 47 000$. Le Bitcoin c'est pas bon, ça crash. Pourquoi? Parce que les médias parlent seulement du Bitcoin lorsqu'il crash. Donc, ils font un excellent travail. Et rappelez-vous que les seuls moments que les médias vont parler du Bitcoin en bien, c'est juste avant qu'il crash pour vous faire rentrer dans le marché. Donc, rappelez-vous de ça, il faut toujours faire le contraire de ce que les médias de masse nous disent, parce qu'ils collaborent avec les institutions, ce n'est qu'une seule entité pour prendre notre liquidité. Et en terminant la vidéo, j'aimerais vous montrer le maximum du freak show. Vous savez, le freak show, là, les émissions quand on était plus jeune, où est-ce qu'on voyait la femme à barbe, le géant, le cyclope. Le freak show, c'est ça qu'on a devant nos yeux en regardant les politiciens. Vous voyez, le président des États-Unis est en train de vous dire sur son Twitter que les États-Unis paient leurs dettes quand qu'ils sont dus. Pourquoi? Parce qu'on est en train de signer un bill qui va accélérer l'augmentation du plafond de la dette. Donc, vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on est en train de payer une carte de crédit avec une autre carte de crédit. C'est comme si j'appelais ma banque, je leur disais « Hey, j'aimerais ça avoir
une marge de crédit infinie, comme ça je vais pouvoir payer mes intérêts sur la dette à chaque mois. Et là, on est en train de vous dire que c'est une bonne chose devant vos yeux. C'est quand même incroyable, là. On est en train de vous dire que on va sortir l'imprimante à papier, on va créer encore plus d'inflation, on va vous faire perdre votre pouvoir d'achat. Puis c'est parfait parce que les États-Unis payent leurs dettes. Et si vous pensez que c'est juste les États-Unis, ben détrompez-vous. C'est la même chose en Europe, c'est la même chose au Canada, dans tous les endroits qu'il y a des banques centrales. Donc réfléchissez à ça. Réfléchissez aux tendances long terme, au Bitcoin. Dans la prochaine vidéo, on va voir les altcoins que je pense qu'ils vont être là pour les prochaines années et avoir une croissance exponentielle parce qu'ils vont avoir plus d'utilité et que si on est dans une année d'accumulation comme en 2021, on risque de voir les altcoins aller beaucoup plus haut en 2022. Ça, c'est extraordinaire. Et aussi, il faut l'avouer, le marché était dû pour avoir un nettoyage, enlever tous les projets de merde, parce que comme on a vu, maintenant, tous les projets, les nouveaux projets qui sortent, c'est tous des projets de Metaverse. Comme on avait vu l'année passée, tous les nouveaux projets étaient des projets de DeFi. Comme on a vu l'été passé, tous les nouveaux projets qui sortaient étaient des projets de NFT. Vous comprenez que tous les projets de merde vont circuler sur les narratifs de l'heure pour prendre votre argent. Donc, c'est important de mettre son capital là où il y a un réel projet, là où il y a une utilité et là où il y a un potentiel. Donc, on se revoit dans la prochaine vidéo, tout le monde. Je pense que ça a été bien compris ce qu'il y avait à dire dans la vidéo. Et je souhaite à tout le monde une belle journée. Salut tout le monde. Bye bye.